Pensée stratégique avec Daniel Desesquelles. Bonjour et bienvenue à l'écoute du premier épisode de Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire et de la DICODE, la délégation à l'information et la communication de la défense. Chaque mois, nous vous proposerons un rendez-vous stratégique pour mieux appréhender la marche du monde. Et évidemment, à l'occasion de la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud qui se tient à Nouméa du 4 au 7 décembre, et ce premier numéro est évidemment consacré à l'Indo-Pacifique. Alors, avant d'être une zone qui englobe les océans Indien et Pacifique et les pays qui les entourent, l'Indo-Pacifique est un concept qui agite et stimule la réflexion des chancelleries et des états-majors. Car la zone Indo-Pacifique est aujourd'hui le centre de gravité des échanges maritimes et de la croissance économique. Pour résumer d'un mot, la zone Indo-Pacifique, c'est aujourd'hui le nouveau centre du monde. À mes côtés, pour découvrir et décrypter les enjeux de cette zone Indo-Pacifique, Antoine Mondas, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et vous êtes directeur de l'Observatoire du multilatéralisme en Indo-Pacifique. Ça fait de vous un grand connaisseur de la zone. Général Valéry Putz, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement en charge à l'état-major des armées de la programmation militaire et budgétaire, mais vous étiez il y a quelques mois encore le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Vous avez vu la zone Indo-Pacifique de très près. Oui, le Pacifique en particulier. Bonjour Léonie Allard. Bonjour. Merci d'être en ligne de Washington où vous êtes chercheuse invitée de l'Atlantic Council. En deux mots, l'Atlantic Council. L'Atlantic Council, c'est un centre de recherche bipartisan, donc tant républicain que démocrate à Washington, qui travaille sur les enjeux transatlantiques. Donc je travaille en particulier sur la relation entre la France et les États-Unis. Et vous êtes détaché de la DGRIS, la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie. Et bien sûr, vous êtes une grande spécialiste de cette région du monde. Alors Antoine Mondas, on n'a pas de carte sous la main, hein, c'est de la radio, c'est de l'audio. Mais alors, nos auditeurs, pour les aider à bien percevoir de quoi nous allons parler, l'Indo-Pacifique, ça commence où et ça s'arrête où? L'Indo-Pacifique, c'est ce qu'on pourrait appeler une méta-région, c'est-à-dire une région considérable, plus que dans la définition française. Ce sont plus de 50 pays et territoires qui en font partie, grosso modo de Djibouti à Papeete, de Pretoria à Tokyo, l'ensemble de ce qu'on appelait l'Asie Pacifique auparavant, auquel on ajoute le sous-continent indien, une partie de la péninsule arabique, notamment les Émirats arabes unis, Oman et le Yémen, et puis toute la façade maritime orientale de l'Afrique, c'est-à-dire de Djibouti jusqu'à l'Afrique du Sud, alors, en passant évidemment par Madagascar, Maurice, etc. Il y a deux océans, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre dans l'Indo-Pacifique? Je dirais que les deux sont fondamentaux. Après, tout dépend de la façon de choisir un périmètre géographique. Par exemple, pour les Australiens ou pour les Américains, la façade orientale de l'Afrique ne fait pas forcément partie de l'Indo-Pacifique. Mais ce qui est clair, c'est que la dimension maritime de la zone, elle est incontournable. Alors la zone englobe les deux pays les plus peuplés du monde, l'Inde et la Chine, et les deux premières économies mondiales, l'économie américaine et chinoise. Donc ça fait évidemment une énorme partie du PIB de la population mondiale et du PIB mondial. Alors, au niveau des agrégats, c'est à la fois une région extrêmement importante, mais aussi extrêmement diverse. Vous avez parlé de la population mondiale, c'est plus de la moitié de la population mondiale, avec 4 des 5 États les plus peuplés. Non seulement Chine et Inde, mais aussi Pakistan et Indonésie. Dans un second temps, c'est une région extrêmement diverse. Vous avez des territoires très peuplés, on vient de le dire, mais aussi des territoires extrêmement peu peuplés. Vous prenez Palau, Nauru dans le Pacifique, c'est moins de 20 000 habitants. Vous avez des densités très fortes. À Macao, c'est la plus forte au monde, 21 000 habitants au kilomètre carré, et l'une des plus faibles au monde, en Australie, 3 habitants au kilomètre carré. Alors en toute logique, une zone essentielle pour les échanges commerciaux et une zone très dynamique sur le plan de la croissance économique. Effectivement, c'est plus d'un tiers de l'économie mondiale, avec notamment la Chine, qui pèse pour plus de la moitié de l'économie de la région, une région au cœur des échanges économiques et notamment de ce qu'on appelait les chaînes d'approvisionnement, qu'on parle des minerais critiques, des semi-conducteurs ou quoi que ce soit. La région aujourd'hui, elle est incontournable. Ceux qui nous écoutent avec un smartphone, par exemple, à un moment ou à un autre, leur smartphone a traversé la zone Indo-Pacifique. Effectivement, et c'est là où l'importance de la sécurisation des lignes de communication maritime, elle est fondamentale, puisque, par exemple, en mer de Chine méridionale, c'est à peu près un tiers du commerce de l'Europe hors Union européenne qui passe
par la mer de Chine méridionale. Alors, General Poot, c'est aussi une zone de haute tension. C'est le premier lieu où s'exprime la rivalité entre les États-Unis et la Chine. On va évidemment y revenir dans cette émission, mais voilà, une zone de haute tension. Oui, je rejoins tout à fait l'analyse d'Antoine Bondaz sur la description de cette méta-région qui reflète beaucoup de diversité. Il y a des grands facteurs qui transcendent toute la région, quelle que soit la dimension que l'on prend. Et puis il y a aussi une extrême diversité qui dépend du point de vue d'où on la regarde et de ce que l'on y cherche. Alors du point de vue stratégique, c'est une zone où il y a des armées parmi les armées les plus nombreuses au monde. Il y a la plupart des puissances nucléaires également et des risques qui vont s'accroissant. Il suffit de considérer la manière dont l'armée populaire de libération, l'armée chinoise, s'étoffe, se complète et s'accroît année après année. On va évidemment y revenir. Et puis c'est aussi une zone stratégiquement importante pour la France, qui est selon l'expression une puissance résidente, avec principalement la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Nous y reviendrons très longuement dans la deuxième partie de cette émission. Léonie Allard, on a l'impression que c'est difficile d'exister pour tous ces pays, de la cinquantaine de pays qu'a cité Antoine Bondaz, entre les États-Unis et la Chine, parce qu'il y a une compétition économique, diplomatique et militaire entre ces deux grandes puissances. C'est difficile d'exister pour les autres. Tout à fait. Je pense que le plus grand enjeu de la zone aujourd'hui, c'est le fait que la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine, elle se manifeste d'abord dans la zone Indo-Pacifique et en particulier en ce qui concerne les enjeux militaires. En fait, la Chine, bien sûr, c'est une source de croissance et de prospérité très importante pour l'économie globale, mais c'est la manière, en fait, dont s'opère l'extension de son influence, avec une diplomatie agressive, une utilisation de tous les outils de sa puissance et une instrumentalisation de ces outils, et enfin un discours qui est beaucoup plus ouvertement contre l'Occident et avec une volonté de refonte de l'ordre mondial, qui fait que ces ambitions-là vont entrer plus directement contre les intérêts américains et engager une compétition stratégique dans tous les domaines entre ces deux puissances. En fait, la problématique de la zone aussi, c'est que il y a une focalisation presque trop exclusive sur cette compétition sino-américaine, et en découle en fait une forme de reconstitution d'une bipolarité, d'une logique d'alignement, une logique de bloc, avec un recours à l'unilatéralisme qui fait que c'est plus difficile pour les pays de la zone de mettre en œuvre des initiatives multilatérales et internationales. Il y a un jeu d'alliances et de pressions diverses, et notamment militaires. Chacun essaye de prendre l'avantage sur l'autre. Alors, je suis tenté de citer le Quad, c'est ce forum qui rassemble les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie, créé en 2014 et qui a de plus en plus d'importance. On a l'impression, et vous allez me dire si je me trompe ou pas, que les États-Unis jouent beaucoup sur la diplomatie et l'économie pour former des alliances, alors que la pression chinoise se fait davantage par une incitation militaire. Alors, les États-Unis disposent quand même dans la région du réseau d'alliances le plus solide, puisque la Chine n'a par ailleurs pas d'alliance à part avec la Corée du Nord. C'est sur ces alliances avec le Japon et la Corée du Sud que va se reposer les États-Unis pour garantir la stabilité régionale. Ils ont également des accords, par exemple, avec les pays du Pacifique pour la défense de leur territoire. Donc, c'est la Micronésie, les îles Marshall et le Palau. Et à côté des coopérations dans le domaine militaire qui sont très importantes avec, par exemple, le Vietnam ou les Philippines. Donc, je dirais qu'au niveau militaire, les États-Unis sont encore quand même dans une situation beaucoup plus avantageuse et le seront encore plus puisqu'ils sont en train d'opérer une bascule vers la zone avec un réinvestissement des bases à Hawaï et Guam. Hawaï où se situe donc le siège du commandement de la zone Indo-Pacifique. En ce qui concerne la Chine, son influence est plutôt multidomaine et va être plus difficile à appréhender pour ces pays-là. Il y a vraiment un enjeu un choix presque à faire entre la sécurité et la prospérité. Donc la Chine qui va apporter vraiment la prospérité économique, technologique, industrielle, et les États-Unis qui restent quand même la puissance qui régule la sécurité de la zone. Et la compétition donc entre ces deux pays rend cette équation très très difficile pour les pays tiers.
Alors, j'ai un peu ce que je voulais dire, et ce que nous a commencé à nous expliquer Léonie Allard, c'est que, évidemment, le jeu des alliances et des bases très favorables aux États-Unis, avec une flotte extrêmement importante, mais il y a un peu le jeu du chat et de la souris avec la Chine qui est plus agressive, avec des bateaux de pêche qui sont pas vraiment des bateaux de pêche, des bateaux d'observation qui sont pas vraiment des bateaux d'observation, des îlots qui se transforment en base. Vous avez dû observer ça de très près, même de Nouvelle-Calédonie. On observe dans le Pacifique et dans le Pacifique Sud en particulier, oui, une augmentation de l'influence chinoise, mais pas encore d'une présence militaire aussi forte que celle des Américains, par exemple, qui sont effectivement, comme cela a été dit, et pas seulement dans le Pacifique, mais dans l'Indo-Pacifique, partout. Ils ont un réseau de bases dans des pays étrangers ou dans des territoires américains qui est immense et qui est bien plus vaste que le réseau des bases chinoises. Je rappelle qu'il n'y a qu'une seule base chinoise à l'étranger, elle est à Djibouti en Afrique. En revanche, ce qu'observent non sans crainte les États-Unis, c'est que le potentiel stratégique, le potentiel militaire chinois s'accroît sans cesse et qu'aujourd'hui, en nombre de bateaux, la marine chinoise a dépassé la marine américaine, même si le tonnage et les capacités militaires proprement dites de l'US Navy sont toujours supérieures. Mais les Américains voient cela. Donc ils font cette bascule qu'a évoquée Léonie, effectivement. Ils transfèrent des forces ou des ressources militaires stratégiques vers l'Indo-Pacifique, et pas simplement le Pacifique. Le commandement qu'a cité Léonie, US Indo-PACOM, basé à Hawaï, c'est un amiral 5 étoiles, l'équivalent de notre chef d'état-major des armées, et il commande, selon les moments, à 450 000 militaires et civils, plus ou moins 20 000, plus ou moins 30 000. C'est une énorme force. Donc les Américains sont encore très présents et ils développent des alliances. Mais je conclurai cette intervention en disant qu'ils ne font pas que de la stratégie militaire, parce qu'ils développent aussi beaucoup de relations dans d'autres domaines. Alors, au cœur de cette zone Indo-Pacifique, il y a le lieu de tous les dangers. Et le lieu de tous les dangers, Antoine Bondas, c'est évidemment Taïwan. Je dirais que c'est toute la périphérie aujourd'hui maritime de la Chine, mais également la périphérie terrestre. Quelque chose qui est structurant, c'est à la fois la réémergence de la Chine, première puissance militaire de la région, de fait, entre guillemets, les Américains ayant une force de projection globale, premier réseau diplomatique au monde, deuxième économie mondiale. Ça a permis à la Chine de renforcer considérablement ses attributs et ses facteurs de puissance. Mais en parallèle de cela, on a des différents territoriaux qui perdurent, que ce soit encore une fois sur terre avec l'Inde, il ne faut pas l'oublier, notamment l'incident dans la vallée du Galwan en 2020, qui a été un tournant dans la perception de la menace chinoise du côté des Indiens, et puis sur toute la façade maritime. Alors, mer de Chine méridionale, avec le Vietnam, avec les Philippines, on le voit d'ailleurs ces dernières semaines, avec une hausse des tensions entre Pékin et Manille, et les Philippines qui ont une stratégie très intéressante, en quelque sorte de transparence agressive, c'est-à-dire de faire savoir avec précision, en invitant des journalistes étrangers, l'ensemble des provocations chinoises et des stratégies chinoises de changer le statu quo. Et puis, vous l'avez rappelé, le détroit de Taïwan. Le détroit de Taïwan qui aujourd'hui cristallise les tensions sino-américaines, et malgré la rencontre récente en Californie entre le secrétaire général du Parti communiste Xi Jinping et le président américain, reste le point de tension important entre Pékin et Washington, avec une ambition très claire du côté de la Chine, une ambition de fait révisionniste, dans le sens où la Chine entend changer le statu quo, absorber Taïwan qui n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine, et donc faire disparaître le régime politique et l'État de fait indépendant qui est aujourd'hui à Taïwan, la République de Chine. Alors évidemment, on va revenir sur Taïwan, car c'est vraiment le nœud central de la stratégie des problématiques de cette immense zone. Mais en dehors de Taïwan, qui évidemment craint la République populaire de Chine, comment est perçue la Chine tout autour de l'Indo-Pacifique? Est-ce qu'elle est perçue par certains pays attrayante, inquiétante par d'autres, et incontournable par tous les autres? Je dirais qu'il y a deux grands groupes de pays, pour synthétiser. Les pays occidentaux et les pays qui ont des différends territoriaux avec la Chine ont une image de la Chine qui s'est détériorée ces dernières années et qui est très largement négative. De l'autre côté, la majorité des pays en développement ont une image de la Chine relativement stable et relativement positive. Par contre, ce qui est très important de rappeler, c'est que les enjeux stratégiques
dans l'ensemble de la zone ne peuvent pas aujourd'hui se résumer simplement à la confrontation sino-américaine. Quand on parle par exemple des tensions intercoréennes, quand on parle des tensions entre l'Inde et le Pakistan, et puis même au-delà de ça, lorsque l'on parle de la guerre civile au Yémen, des mouvements terroristes en Somalie et au Kenya, de la crise et de la guerre interreligieuse, interethnique en Birmanie, il y a des enjeux qui dépassent les questions simplement sino-américaines, et puis au-delà des questions militaires, il y a des enjeux sécuritaires qui sont fondamentaux, que ce soit la sécurité environnementale, la sécurité sanitaire, plus largement la sécurité humaine, qui sont des enjeux sur lesquels la France a des leviers, mais je pense qu'on en parlera un peu. Un petit peu plus tard, en effet, Antoine Bondaz. Léonie Allard, comment était perçue à Washington cette rencontre entre Xi Jinping d'un côté et puis Joe Biden de l'autre? Est-ce qu'on y a accordé beaucoup d'importance ou est-ce que finalement on a constaté que finalement ce qu'il fallait en retenir c'était peut-être un statu quo? Cette rencontre finalement a été reçue assez positivement à Washington, avec une impression dans la communauté en tout cas qui suit les affaires chinoises que les États-Unis ont montré leur capacité à gérer de manière responsable la relation sino-américaine et à faire de la réassurance, donc c'est-à-dire à montrer qu'ils sont capables de parler à la Chine, parce qu'il y a eu pendant longtemps une difficulté à engager une simple discussion au plus haut niveau, mais également à des niveaux même plus bas, au niveau des ministres, voire au sein de l'administration. Donc à Washington, ça a été perçu comme étant plutôt positif, avec des déclarations qui a, d'après donc les officiels, qui a été même plus loin que ce qu'ils attendaient. Et côté chinois, par contre, il y a une impression que finalement c'est aujourd'hui, côté américain, pardon, il y a l'impression que le rapport de force est en faveur des États-Unis, notamment du fait de la croissance américaine qui est beaucoup plus élevée que prévu par rapport à la croissance chinoise, par rapport au fait que la Chine visiblement a été celle qui a voulu baisser la température et faire un rapprochement vis-à-vis des États-Unis. Donc voilà, cette impression que les États-Unis sortent plutôt gagnants et avec une image positive de cette rencontre. Alors, il y a évidemment du côté chinois cette capacité, Antoine Bondaz, à l'inverse des États-Unis, à appréhender le temps long lorsque les Chinois abordent la stratégie. C'est pas remis en question tous les 4 ans par une élection présidentielle. La grande force des Chinois n'est-elle pas d'avoir une stratégie du temps long ? Oui, on le dit souvent, mais je pense qu'il faut le relativiser pour 2 raisons. Premièrement, côté chinois, il peut y avoir des problèmes, non pas de stratégie à long terme, mais de coordination. Et même si on a un parti communiste qui apparaît comme hégémonique et comme une force d'organisation du système politique chinois, on peut avoir parfois des doutes sur la capacité de l'État central et du plus haut échelon à contrôler l'ensemble des actions réalisées par les acteurs chinois. Et lorsqu'il y a parfois des tensions dans certains différents territoriales, il est difficile de savoir si le leadership à Pékin est véritablement derrière ces tensions ou pas. Le deuxième point, c'est que aux États-Unis, même s'il y a des alternances politiques, il y a tout de même des tendances de long terme, et que ce soit entre les 2 mandats du président Obama, le mandat du président Trump et le mandat actuel du président Biden, il y a quand même un recentrage sur l'Indo-Pacifique qui ne date pas du tout du mandat du président Biden, qui date de la fin des années 2000, c'est-à-dire maintenant une quinzaine d'années. On parlait à l'époque de rééquilibrage vers l'Asie-Pacifique. Aujourd'hui, c'est devenu l'Indo-Pacifique. Et là, il y a une tendance de fond. La tendance de fond, c'est que du point de vue américain, il y a un grand compétiteur stratégique. Ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. Qu'il faut s'adapter à la montée en puissance de la Chine, qu'il faut rééquilibrer cette montée en puissance. Cela passe non seulement par un focus américain sur les capacités nationales, avec un focus notamment sur la réindustrialisation du pays, etc., mais que ça passe aussi par un renforcement des alliances et des partenariats dans l'ensemble de l'Indo-Pacifique. Léonie l'avait évoqué, c'est le cas en Asie du Nord-Est, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud avec l'Inde, ce qui est quand même un rapprochement sans précédent dans son intensité depuis quelques années, et même dans le Pacifique Sud, avec des États-Unis qui sont en train de réengager la région. Et ça, on le voit tous les jours sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire et même sur le plan économique, avec une faiblesse
par contre américaine, il faut le reconnaître, c'est la gestion du Congrès, où là, les divergences politiques ont un impact considérable sur la politique étrangère et surtout sur la mise en œuvre des annonces de l'administration Biden. Par exemple, les États insulaires du Pacifique attendent encore que les 800 millions prévus pour le réinvestissement américain, par exemple, sur une organisation de gestion des ressources en matière de thon, le poisson, dans le Pacifique, soient votés par le Congrès. Et là, c'est une des faiblesses, c'est-à-dire une perte de crédibilité si les Américains ne sont pas capables de mettre en œuvre les promesses. Jean-Marie Sputz, un mot sur l'armée de Taïwan. Elle était très très faible il y a quelques années. Les Taïwanais se réarment. Ils ont par exemple de nouveaux sous-marins, je crois. Mais tout de même, l'armée taïwanaise, c'est peu de choses aujourd'hui. Je ne commenterai pas l'armée taïwanaise que je ne connais pas et sur lequel je ne veux pas vous dire de bêtises. Elle est beaucoup plus faible que l'armée populaire de libération chinoise. Évidemment, oui, mais à quel point ? Est-elle suffisamment, a priori, jusqu'à aujourd'hui, elle a été suffisamment dissuasive pour empêcher Pékin de décider d'une opération, d'une action militaire visant à s'emparer des lieux de pouvoir comme ça, parce qu'ils savent que non seulement les forces taïwanaises sont capables quand même d'un certain niveau de défense, mais qu'en plus, elles seraient dans un tel cas, dans une telle situation épaulées ou aidées. Notamment par les États-Unis, bien évidemment. En particulier par les États-Unis. C'est des questions de journalisme. On est dit en ce moment, avec tout ce qui se passe, l'Ukraine d'un côté, la situation au Proche-Orient, je serais Xi Jinping, j'attaquerais Taïwan. Est-ce que ce serait... Alors, c'est des élucubrations de journalistes et d'observateurs pas très très sérieux, ou au contraire, c'est pas du tout l'attention, parce qu'évidemment, les Chinois connaissent une crise économique non négligeable, il y a beaucoup de chômage, l'économie s'est beaucoup ralentie, et puis les États-Unis sont très très occupés. Et au Proche-Orient, en Ukraine. Je pense qu'on ne peut pas écarter un scénario. Par contre, il y a des invariants quand même dans le rapport de force entre la Chine et Taïwan. Et comme le rappelait le général, Taïwan, pour l'instant, avec les États-Unis, garde une capacité de dissuasion contre Pékin. L'objectif, c'est non seulement de rendre tout conflit et tout plus largement changement unilatéral du statu quo trop coûteux, mais également trop risqué pour le pouvoir politique à Pékin. Et l'idée de base de dire que cela permettrait de faire de diversion, de renforcer le nationalisme chinois n'est pas forcément garantie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. On a énormément d'inquiétudes, d'incertitudes, que ce soit sur le processus de prise de décision à Pékin, d'où l'intérêt notamment d'envoyer des messages au plus haut niveau, c'est-à-dire directement à Xi Jinping, de la détermination, que ce soit des États-Unis mais aussi d'autres pays, de maintenir la stabilité dans le détroit de Taïwan. C'est ce que font par exemple les pays membres du G7. Il y a des communiqués fréquents désormais, avec pour la première fois un communiqué sur la question du détroit de Taïwan, c'était en août 2022, et puis les différents dirigeants politiques qui rencontrent le dirigeant chinois, y compris le président de la République, rappellent encore une fois notre intérêt à maintenir la stabilité dans le détroit de Taïwan et à éviter tout changement unilatéral et par la force du statu quo. Il nous faut dire un mot sur des pays qu'on n'a pas du tout ni abordé ni même cité, qui sont les pays de l'ASEAN. L'ASEAN, c'est l'association des pays du sud-est asiatique. Il y a des grands pays quand même dans l'ASEAN, ils sont 11. Il y a l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam. Ça fait des pays importants, de taille moyenne, qui ont parfois une stratégie régionale. Est-ce que l'ASEAN a un point de vue par rapport à la Chine et aux États-Unis, ou finalement le point de vue de l'ASEAN, il est divers en fonction des différents pays qui la composent? C'est très divers, parce que vous avez dans ces 10 pays à la fois certains pays qui ont des différends territoriaux avec la Chine, c'est le cas notamment des Philippines et du Vietnam, d'autres pays qui sont aujourd'hui sous l'influence très claire de la Chine, plutôt le Laos ou le Cambodge, d'autres puissances régionales comme l'Indonésie, qui est aujourd'hui véritablement une puissance régionale en plein essor. Il faut rappeler la population de l'Indonésie. De mémoire, plus de 350 millions d'habitants, avec un budget militaire croissant, une zone économique exclusive importante, et puis surtout une diaspora très importante, on en parle peu souvent, dans l'ensemble de la région, mais jusque dans le Pacifique Sud. Et par exemple, il y a un consul général d'Indonésie à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, à côté du consul général d'Australie, de Nouvelle-Zélande, et j'en oublie un...
Et un consul du Japon depuis le 1er janvier de cette année. Exactement. Alors, on n'a pas encore parlé du Japon. Évidemment, le Japon, dans l'influence américaine, bien évidemment, mais est-ce que le Japon a un rôle particulier en Indo-Pacifique, en dehors, évidemment, de son rôle économique? Je dirais que ça a été un des pays moteurs pour déjà cadrer le concept même d'Indo-Pacifique, que ce soit Abe Shinzo ou d'autres premiers ministres, leur rôle a été très important aux côtés de l'Australie et de l'Inde. Des relations entre la Chine et le Japon qui se sont détériorées ces dernières années. Une Chine qui s'inquiète notamment de ce rapprochement trilatéral et de cette coopération trilatérale accrue entre Washington, Tokyo et Séoul, à la faveur du rapprochement entre le Japon et la Corée du Sud. Et puis, un Japon qui est aussi de plus en plus une puissance militaire, qu'il ne faut pas mettre de côté ou sous-estimer, qui renforce ses partenariats avec l'ensemble des pays de la région, les grands pays, l'Australie, l'Inde, mais aussi des plus petits pays, on le voit avec les Philippines et même dans les États insulaires du Pacifique, puisque dès 2011, le Japon livrait à 3 États de la région des petits patrouilleurs pour renforcer les capacités de sécurité maritime de ces États. Donc on a un Japon qui est très présent, qui n'est souvent pas considéré comme un grand acteur sur la carte du point de vue européen, mais qui, aux yeux des pays de la région, est un acteur aujourd'hui incontournable. Et qui développe de plus en plus des interactions avec les forces militaires présentes dans la région et dans le Pacifique Sud, et notamment avec les forces françaises, que ce soit en Polynésie ou même plus encore pour des questions de proximité géographique avec la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, la zone Indo-Pacifique, 2 géants, les États-Unis, la Chine, et puis un troisième, l'Inde, qu'on n'a pas vraiment évoqué d'ailleurs, l'Inde dans la zone Asie-Pacifique, dans la zone Indo-Pacifique, pardon, Antoine Bondas. C'est un des poids lourds incontournables aujourd'hui, avec une dynamique extrêmement intéressante. Je le rappelais précédemment, des tensions très vives entre l'Inde et la Chine et une rupture de confiance aujourd'hui entre New Delhi et Pékin, notamment du fait du différend territorial le long des plus de 2500 km de frontières contestées entre les deux pays. On n'en a pas forcément en mémoire, mais il y a eu déjà une guerre entre la Chine et l'Inde. Bien sûr, en 1962. Et on a plus largement une Inde qui renforce ses partenariats dans l'ensemble de la région, alors évidemment extrêmement présente dans l'océan Indien, mais que ce soit en Asie du Sud-Est, que ce soit dans le Pacifique insulaire, l'Inde muscle son jeu, investit bien davantage. Et si aujourd'hui, elle n'est pas l'alternative économique à la Chine, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, elle devient de plus en plus importante, avec surtout un taux de croissance qui désormais est supérieur à celui de la Chine, et donc un écart de puissance entre New Delhi et Pékin qui reste considérable, mais qui va tendanciellement se réduire dans les années à venir. Alors on l'a dit, la zone Indo-Pacifique, 2 géants et même 3, de grands pays comme le Japon, l'Australie, on les a un peu évoqués, les pays de l'Asie du Sud-Est réunis au sein de l'ASEAN, on les a mentionnés, en tout cas certains, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, une multitude de micro-États insulaires, et la France, comme l'a rappelé Emmanuel Macron. L'Indo-Pacifique, pour la France, ça n'est pas un concept, c'est une réalité humaine, historique et contemporaine et d'avenir. L'Indo-Pacifique, c'est 7 de nos 13 départements ultramarins. Ce sont des régions des collectivités d'outre-mer français réparties entre l'océan Indien et le Pacifique Sud, qui abritent 60% de notre zone économique spéciale, ce qui très clairement nous rapproche des pays de la PEC ou de l'ASEAN. Très clairement. Si la France est la 2e puissance maritime du monde, c'est parce qu'elle est Indo-Pacifique, avec ses territoires. Parce qu'il y a dans cette région plus d'1 million de Françaises et de Français vivant sur nos territoires ultramarins, parce qu'il y a une présence militaire forte, avec nos bases, avec aussi les exercices conjoints que nous conduisons. Et donc, n'oubliez jamais que vous êtes ici des ressortissants, dans un pays ami avec lequel nous voulons avancer, mais aussi d'une puissance Indo-Pacifique, de plein exercice et de plein droit. Alors, on vient d'entendre le président de la République. Il s'exprimait à Bangkok devant la communauté française le 17 novembre 2022. Alors, il a bien expliqué que c'était très important pour la France, cette zone immense qu'est l'Indo-Pacifique. Mais quelles sont les principales priorités de la France en Indo-Pacifique? Alors, il faut rappeler peut-être les principales possessions, soit des départements, soit des territoires d'outre-mer. En océan Indien, Mayotte et la Réunion, l'océan Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Et Wallis et Futuna, dans le Pacifique Sud, mais vous avez aussi Terre Adélie australe française,
pas mal de... Les Kerguelen. Alors, Voilà, je me limitais au principal. Mais effectivement, il ne faut pas les 7 oublier. des 13 départements, régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer. Mais si on prend par exemple la zone économique exclusive de la France, la première au monde, elle est à plus de 90% concentrée en Indo-Pacifique. La zone économique exclusive de la France dans le seul Pacifique, elle est supérieure à la zone économique exclusive du Royaume-Uni. La seule zone économique exclusive de la Polynésie française, elle est plus grande que la zone économique exclusive du Japon. Donc il y a des enjeux qui sont considérables pour la protection des Français, non pas des ressortissants français, mais des Français qui vivent sur des territoires français dans la région, plus de 1,7 million de personnes. Pour les ressortissants français à l'échelle de la région, on est à peu près sur 200 000. Alors c'est pas énorme, 200 000 enregistrés. C'est pas énorme, c'est à peu près le nombre de ressortissants en Suisse. Par contre, vous avez des pays qui concentrent ces ressortissants français, au premier rang desquels les Émirats, désormais en deuxième position l'Australie, en troisième position seulement la Chine. Donc il y a la nécessité de protéger les territoires et de protéger la population française, les Françaises et les Français qui vivent dans la région. Et puis plus largement, il y a des enjeux économiques qui sont très importants, des enjeux sécuritaires. Il faut bien considérer aujourd'hui que toute crise sécuritaire majeure en Indo-Pacifique aurait des conséquences jusqu'en France. Et puis sur les grands enjeux globaux, changement climatique, protection de la biodiversité, lutte et prévention des futures épidémies, la région aujourd'hui, elle est incontournable pour gérer et essayer de contribuer à apporter des solutions à ces enjeux globaux. Alors d'un point de vue militaire, Général Pütz, quels sont les grands enjeux, les difficultés de la France dans cette région immense lorsqu'on on part soit de la Polynésie française, soit de la Nouvelle-Calédonie, qui sont évidemment tout petits à l'échelle de cet immense océan. Vous l'avez dit, les immensités de l'Indo-Pacifique sont le premier des défis auxquels sont confrontées les forces armées françaises quand elles sont chargées de remplir leur mission dans cette zone-là. La première d'entre elles étant la protection des populations, des territoires et des intérêts. En fait, protéger la souveraineté ou préserver la souveraineté française sur l'ensemble de nos territoires et de nos zones exclusives, de nos zones économiques exclusives, effectivement, qui comptent pour 9 millions de kilomètres carrés dans l'Indo-Pacifique sur les 11 millions de kilomètres carrés de la zone économique exclusive française totale. Mais Antoine a tout à fait décrit les rapports qui font que par cette donnée-là, la France a une place particulière dans le monde. Alors maintenant, les missions, la première d'entre elles, cette mission de protection, elle est faite grâce aux bases qui sont déployées dans les différents territoires français, qu'ils soient départements ou collectivités, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et bien sûr la Polynésie française. À Wallis-et-Futuna, que je rappelais tout à l'heure, il n'y a pas de base, mais c'est dans la zone de la Nouvelle-Calédonie et on y veille attentivement, d'autant que beaucoup de Wallisiens et de Futuniens s'engagent dans les armées ou dans l'équipe de France de rugby. C'est la première mission, la protection de nos intérêts, et elle se fait avec les moyens sur place, de temps à autre renforcés par des moyens projetés depuis la métropole, des moyens aériens, des moyens maritimes, des moyens terrestres. La deuxième mission, elle est plus liée à la situation de la France en tant que puissance résidente de l'Indo-Pacifique, et c'est en quelque sorte, pour le dire simplement, de contribuer à la stabilité de la région. À contribuer à la stabilité par l'affirmation d'une volonté de multilatéralisme, renforcer les liens entre les différentes parties prenantes, qu'ils soient partenaires, qu'ils soient alliés ou qu'ils soient même peut-être compétiteurs stratégiques. Mais c'est aussi renforcer la stabilité à travers la contribution par des partenariats étroits dans différents domaines. Alors, dans ce qui touche à la chose militaire, bien sûr, des exercices qui permettent de travailler l'interopérabilité avec les forces, que ce soit des forces, on va dire, de nature équivalente ou pas forcément en volume, mais en tout cas des forces comparables, les forces américaines, les forces australiennes, les forces néo-zélandaises, dans l'océan Indien, les forces indiennes, bien évidemment, on cite beaucoup, ou alors avec d'autres forces, tous les États insulaires, enfin ceux des États insulaires qui disposent de forces armées, ou aussi dans l'océan Indien, comme avec Madagascar, par exemple, ou avec des pays des rives orientales de l'Afrique. Donc ce sont les deux grands volets de l'action des forces armées, la protection et la souveraineté, le premier, le deuxième, c'est la contribution à la stabilité régionale. Alors, je l'ai dit dans l'introduction, vous étiez le commandant suprême ou supérieur des forces françaises en Nouvelle-Calédonie. Quels étaient vos moyens pour qu'on ait une petite idée ? Est-ce que vous étiez limité à la Nouvelle-Calédonie ou est-ce que vous preniez, vous aussi, le grand large ?
Quand on est là-bas, on prend toujours le grand large. Mais au-delà de la boutade, chaque commandant interarmé, chaque commandant militaire français, il y en a 5 dans la région, je vais les lister, dispose d'une zone de responsabilité qui s'étend bien au-delà du territoire où il est basé. Alors les 5 commandements sont 3 d'entre eux dans des territoires français. Il y a les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, basées à La Réunion et à Mayotte. Il y a les forces armées en Nouvelle-Calédonie et les forces armées en Polynésie française. Et puis il y a 2 autres bases, 2 autres commandements basés dans des pays partenaires. Les forces françaises à Djibouti, qui sont la force au demeurant la plus importante, la plus nombreuse et avec le plus de moyens. Et puis les forces françaises aux Émirats arabes unis. L'ensemble de ces commandements sont tous subordonnés au chef d'état-major des armées, mais se coordonnent finement entre eux. Et les moyens dont ils disposent basculent d'une zone à l'autre assez facilement, de manière très coordonnée, de manière à pouvoir porter nos effets militaires là où, ponctuellement, pour des raisons d'exercice ou pour des raisons d'intervention, parce qu'il y a une catastrophe, par exemple, on sait concentrer des moyens. On l'a fait dans le Pacifique en 2022, quand il y a eu en janvier 2022 une éruption terrible au Tonga, dans l'archipel des Tonga. Des moyens venant de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française se sont concentrés dans l'archipel pour apporter l'aide française, l'aide de la France du Pacifique, parce qu'il y avait l'aide de l'État, il y avait l'aide des territoires français du Pacifique, et apporter cette aide aux Tongiens qui souffraient des conséquences de cette éruption volcanique. Alors Antoine Mondaz, le général Pousse semble avoir eu les moyens de ses missions. Alors je vous pose la question à vous, qui avez peut-être plus de liberté de ton qu'un général. Est-ce que la France a les moyens de ses ambitions ? C'est difficile à dire. Les moyens, ils sont évidemment limités dans la région. Ils sont limités, mais suffisants pour la défense du territoire. Après, pour la surveillance des grands espaces, pour la coopération régionale, ils ne sont évidemment pas suffisants, même si ils sont en train d'être légèrement augmentés. C'est le cas avec les patrouilleurs outre-mer, ou modernisés. C'est le cas avec les avions de reconnaissance, par exemple. Donc, disons qu'il y a des moyens qui sont limités, en cours de modernisation, et qui restent globalement adaptés aux missions qui leur sont affectées. Oui, vous m'avez demandé précisément, alors moi je peux vous dire, tout cela est très connu, puisque dans toute la zone, il y a environ 7000 militaires français, une quarantaine d'aéronefs, une quinzaine de bâtiments. En Nouvelle-Calédonie, les forces armées disposent d'environ 2100 personnes, dont 1500 à 1600 militaires d'actifs, 300 réservistes de Nouvelle-Calédonie et 200 personnels civils. Il y a 3 bâtiments principaux, une frégate de surveillance qui est capable de faire des missions au long cours, y compris jusqu'à aller franchir le détroit de Taïwan et aller faire des missions de contrôle de l'embargo en Corée. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire qu'un de vos navires est allé jusqu'à... En 2022, c'était le cas. Et il est parti en janvier 2022. Il a croisé d'abord en Asie du Sud-Est. Il a fait quelques escales que permettait le Covid à l'époque. On était encore dans une période Covid. Et puis, il a franchi le détroit de Taïwan. Il est allé jusqu'au large de la Corée. Et il est revenu en Nouvelle-Calédonie. Donc, l'idée, c'est évidemment de marquer la présence française. Ça fait partie de la contribution à la stabilité pour marquer la présence française, montrer notre attachement à la liberté de navigation sur les voies commerciales qu'évoquait Antoine au tout début de ce podcast. Et ça, c'est des moyens qui sont disponibles en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, et qui permettent de rayonner. En Calédonie, on a aussi un patrouilleur d'un nouveau type. Ça fait partie des renforcements actuels que la loi de programmation militaire votée en 2018 permet de faire, et que celle votée cette année permettra de prolonger. Il y en aura 2 à terme en Nouvelle-Calédonie, comme il y en aura 2 en Polynésie et 2 à La Réunion. Il y a enfin un bâtiment de soutien. Pour ce qui est des moyens aériens, la Nouvelle-Calédonie dispose de 2 avions de transport adaptés au territoire du Pacifique Sud, c'est-à-dire certes des grandes élongations, on ne franchira pas le Pacifique d'un coup, en revanche on est capable d'aller se poser sur des pistes sommaires, ce qui peut être très nécessaire, et ça a été le cas cette année quand il y a eu 2 cyclones coup sur coup qui ont frappé le Vanuatu et pays voisin le plus proche de la Nouvelle-Calédonie que nous sommes allés aider. Et puis nous avons des hélicoptères pour pouvoir aussi bénéficier d'une certaine mobilité qui bénéficie aux troupes terrestres qui sont aux environs de 600 ou à tous les moyens de l'État qui ont besoin de capacités d'aéromobilité. Antoine Mondaz, vous vouliez réagir ? Non, et ce qui est aussi important, c'est de comparer par rapport aux autres États et armées européennes. Puisque quand on est dans la région, beaucoup d'acteurs régionaux ont tendance à mettre la France dans le panier des puissances européennes, grosso modo, à nous comparer aux autres Européens. Si on prend simplement les transits en mer de Chine méridionale,
la France s'est engagée par la voie de la ministre des Armées dès 2019 à transiter au moins 2 fois par an par la mer de Chine méridionale. 2 fois par an. Il y a eu en 2021 le navire de renseignement français, le Dupuy de l'Aume, qui a transité dans la région. Il y a même eu un sous-marin nucléaire d'attaque. C'est sans précédent et sans comparaison avec ce que font nos partenaires européens. Les Allemands ont envoyé une frégate, c'était en 2021, pour la première fois en 20 ans en mer de Chine méridionale. Les Italiens ont envoyé pour la première fois cette année des navires en mer de Chine méridionale. Les Néerlandais l'ont fait en 2021 avec les Britanniques. Donc disons que même si la France a des moyens limités, elle arrive à faire beaucoup de choses dans la région. Et en termes d'escale, par exemple, dans le Pacifique insulaire, la France est une des premières, si ce n'est la première puissance navale en termes d'escale réalisée. Et ça, la taille des navires, qui est plus réduite que d'immenses navires américains, permet in fine de multiplier les interactions. Et ça, c'est extrêmement utile. Une petite parenthèse, est-ce que la stratégie française de l'Indo-Pacifique correspond à peu près à la stratégie européenne de l'Indo-Pacifique ? Oui, elles sont très liées, tout simplement parce que la France a commencé à designer une stratégie Indo-Pacifique dès 2018, même si la stratégie gouvernementale en tant que telle n'a été présentée qu'en juillet 2021, et que la France a été un des 3 pays, si ce n'est le pays le plus moteur pour l'adoption d'une stratégie au niveau européen, avec l'Allemagne, avec les Pays-Bas. Et donc, entre guillemets, la pensée et la stratégie française ont infusé la stratégie européenne, même si c'est une stratégie qui est un petit peu moins ambitieuse, mais qui a par contre des moyens très importants. Quand on parle aujourd'hui de financement des infrastructures, d'aide publique au développement, l'Union européenne reste un partenaire incontournable. C'est par exemple le premier financeur de la Communauté des États du Pacifique, qui est une organisation liée au Forum des îles du Pacifique dans le Pacifique Sud et qui est clé pour la coopération technique entre les différents États insulaires. Alors, avant que je me tourne vers Léonie Allard, Général Putz, vous vouliez rajouter un mot ? Oui, juste pour parler de l'influence de la France dans le Pacifique sur le plan militaire et qui va bien au-delà des effectifs et des moyens déployés, puisque toutes les forces organisent des exercices, que ce soit dans l'océan Indien, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, et ces exercices rassemblent beaucoup de partenaires régionaux qui viennent rechercher cette coopération avec la France, parce que la France amène un angle convergent avec celle de ses autres partenaires, anglo-saxons bien évidemment pour la plupart dans le Pacifique, surtout dans le Pacifique, mais parfois un peu différent. Et j'en veux pour preuve l'exercice qui a été réalisé à Nouméa cette année, l'exercice Croix du Sud, qui est un exercice qui existe depuis plus de 20 ans, mais qui cette année a rassemblé plus de 3000 militaires et civils, diplomates, de 19 pays différents, ce qui n'avait jamais été réalisé jusqu'ici. C'est donc une preuve qu'il y a un intérêt pour les États de la région, voire des États en dehors de la région, parce qu'à cet exercice, il y avait également des Européens, des Allemands, des Britanniques, des Néerlandais, et puis des États de l'Asie du Sud-Est, des États des 2 rives du Pacifique, le Japon, il y avait des Canadiens, des Américains, bien évidemment, qui faisaient partie des participants les plus nombreux. Bref, plus tous ceux du Pacifique Sud, Australiens, Néo-Zélandais, et puis les Fidjiens, les Tongiens, les Papouasiens néo-guinéens, qui sont parmi les partenaires les plus fréquents, les plus anciens des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Léonie Allard, ce que vient de nous dire le général Putz et Antoine Bonda, c'est qu'il existe une spécificité, une originalité française en Indo-Pacifique. Mais si on regarde un petit peu l'organisation institutionnelle, la France n'est pas présente ni dans la PEC, ni dans le Quad, ni dans aucun forum régional significatif. Et puis, il faut quand même parler du revers AUKUS, la préférence américano-britannique de l'Australie pour le renouvellement de sa flotte de sous-marins. L'Australie a choisi l'Amérique avec les Britanniques plutôt que la France. Est-ce que là, il n'y a pas quand même une faiblesse un petit peu institutionnelle, stratégique, économique, diplomatique de la France ? Alors, moi, je vois plutôt une complémentarité, c'est-à-dire que c'est clair qu'il y a eu une réflexion post-AUKUS sur justement comment on pouvait être plus complémentaires dans la zone, et notamment avec les Européens qui ont quand même eu des gros succès en termes de mise en œuvre de leur présence navale en océan Indien de l'Ouest avec Atalante ou Agénor. Et pour la France, c'est quand même en océan Indien qu'on est le plus à même de pouvoir mettre en œuvre des coopérations. On participe à de nombreux formats multilatéraux avec les pays de la région pour la sécurité maritime. Et l'Inde reste quand même notre premier partenaire. Cela dit, on est tout de même très engagé dans le Pacifique Sud dans une logique
pareillement multilatérale, et ça se décline récemment, dans les prochaines semaines, notamment par l'organisation à Nouméa du SPDMM, qui est donc une initiative qui vise à réunir la communauté régionale de défense dans le Pacifique, avec donc 7 membres dont la France, et on organisera à Nouméa début décembre un sommet qui va permettre de parler de l'intégration de cette organisation à la sécurité régionale du Pacifique, parler des processus de HADR, c'est-à-dire d'assistance et de soutien aux désastres et aux enjeux humanitaires, et aussi de renforcer le partage d'informations. Donc notre approche, si elle est bien sûr pondérée forcément là où on a le plus de moyens, donc en océan Indien, de manière complémentaire, quand on pense aux alignements récents qu'ont suscité les États-Unis avec les pays riverains plutôt de la zone Pacifique, on reste quand même très engagé dans le domaine multilatéral, et bien sûr, pour revenir sur ce qui avait été mentionné précédemment, notre engagement est lié à des enjeux de souveraineté, donc forcément notre présence reste globale. On a bien compris les 2 mots-clés, souveraineté, stabilité, Antoine Bondaz. Et pour compléter ce que dit Léonie, et pour aller au-delà des questions militaires, dans le domaine sécuritaire, la France joue un rôle important. Alors, le rôle, il est limité, puisque les moyens de la France, ils sont limités, c'est normal. Mais la France peut être innovante, et surtout, la France contribue directement. Quand on parle de sécurité aéroportuaire, à Madagascar et aux Comores, quand on parle de sécurité maritime, en Indonésie et aux Philippines, quand on parle de sécurité civile, en Mongolie ou à Singapour, vous avez par exemple des experts détachés français, des experts techniques. Ça, c'est très important, puisque nous avons des pays qui ont besoin d'accroître non seulement leurs compétences, mais aussi leurs capacités pour exercer pleinement leur souveraineté. Et dans ce cadre-là, la France joue un rôle, et ce rôle, il est soit en bilatéral, soit de façon coordonnée. Par exemple, si on prend la commission de l'océan Indien, vous avez 3 experts français qui sont en permanence détachés. Vous prenez le programme régional sur l'environnement océanien, qui est basé à Samoa, il y a un expert français sur les questions environnementales, et cette expertise française, en plus des moyens militaires et autres français, elle est fondamentale, il ne faut pas l'oublier, et plus largement, associer l'ensemble d'une équipe France, où vous avez le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Agence française de développement, Expertise France, mais aussi France Volontaire ou d'autres, qui ensemble concourent à non seulement accroître l'influence et le rayonnement de la France, au service, encore une fois, des intérêts des pays de la région. Et c'est pour ça que je dis souvent que la France est une puissance d'initiative et une puissance de solution. Non pas que nous avons toutes les solutions, évidemment pas, mais que nous cherchons à contribuer avec nos partenaires à apporter des solutions aux grands enjeux globaux, et que par ailleurs, la France a une capacité assez unique d'entraînement, de mobilisation de l'ensemble des acteurs de la communauté internationale pour s'assurer que certains enjeux sont bien pris en compte. Quand on parle des pôles, quand on parle des océans, quand on parle des forêts, la France, avec ses partenaires, elle joue un rôle important, et ça, c'est directement au bénéfice, que ce soit de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, que ce soit des États insulaires, que ce soit du Kenya ou du Bangladesh. Et c'est tout à fait dans cet esprit-là que le président de la République a annoncé le 26 juillet dernier à Nouméa, lors de son discours sur place, la création d'une académie du Pacifique Sud qui n'est pas simplement, alors qui sera hébergée en partie par les forces armées en Nouvelle-Calédonie, mais qui aura une vocation interministérielle. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sera associé, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer également, et qui couvrira des champs très variés qui dépasseront de loin la sécurité. Ça rejoindra ce que disait tout à l'heure Antoine. La sécurité, c'est pas simplement une sécurité militaire, c'est aussi une sécurité humaine, la sécurité du développement des populations, parce que en tout cas dans le Pacifique Sud, c'est ce que j'ai vu pendant 2 ans, le principal sujet des États et des populations n'est pas la compétition stratégique entre la Chine et les États-Unis. C'est l'avenir de leurs États, de leurs sociétés, de leurs communautés face aux conséquences du changement climatique. Alors justement, on y vient. Il y a encore un thème que l'on a peu abordé, vous venez juste de l'aborder, général, c'est celui du réchauffement climatique. Il est particulièrement inquiétant dans la zone Indo-Pacifique. Comme nous le rappelle Nicolas Regaud, il est le conseiller climat du major général des armées. Alors cette région, l'Indo-Pacifique, est particulièrement affectée, à la fois par des phénomènes à cinétique lente, comme la montée des eaux par exemple, et dans les zones deltaïques, soit du Bangladesh, soit du Vietnam, et naturellement de l'Océanie, les îles du Pacifique Sud, de faible élévation, sont très touchées par la montée des eaux. Mais il y a aussi des phénomènes
de cinétique rapide, comme les ouragans, enfin comme les cyclones plutôt, comme les tempêtes, les inondations, comme le Pakistan l'a connu, vous vous en rappelez, à l'été 2022, où le tiers du territoire a été inondé. Et voilà, ce genre de phénomène affecte particulièrement l'Indo-Pacifique. Alors il y a une très grande prise de conscience. Je donnerai quelques exemples. Les îles du Pacifique qui se sentent menacées dans leur existence même ont fait une déclaration très importante dans le cadre du Forum des îles du Pacifique en 2018. C'est ce qu'on appelle la déclaration de Beau, qui considère que le changement climatique est leur menace principale. C'est comme ça qu'il la caractérise pour insister sur le sérieux, l'importance, le côté vital des risques que représente le changement climatique. Pour faire face à un enjeu et à des risques aussi complexes, multifacettes, il faut passer de l'échelon national à un échelon international. Ce n'est que comme ça que nous sommes en mesure de faire face aux effets, je dirais, des bouleversements qu'occasionne le changement climatique. Nous avons parlé des catastrophes naturelles, mais aussi, je dirais, de phénomènes comme la montée des eaux, comme la crise de la biodiversité. Comment faire cela? C'est pas un État qui va pouvoir agir ou apporter des réponses, c'est la communauté internationale. Et la communauté internationale, ça se traduit souvent par les coopérations au niveau régional ou sous-régional. Et la France est présente dans la région, à la fois dans l'océan Indien, dans le Pacifique Sud. Elle est présente en fait sur tous les continents. Et l'Indo-Pacifique est un enjeu majeur, un enjeu croissant pour la France. Et donc, bien sûr, qu'il faut considérer que la coopération est un élément essentiel pour faire face à l'ensemble des défis qui ne vont faire que croître au cours du XXIe siècle. Antoine Bondaz, le temps presse un peu, on arrive au terme de cette émission, mais en quelques mots, comment la France peut-elle intervenir dans ce domaine à la fois vaste et complexe et sur une zone aussi étendue? Nicolas Rigaud le rappelait, les enjeux ils sont considérables. On a 14 des 20 États les plus vulnérables au changement climatique qui sont en Indo-Pacifique. On a 6 des 7 États qui sont le plus soumis et victimes de catastrophes naturelles qui sont en Indo-Pacifique. Alors la France, elle fait beaucoup de choses. Elle prévient, elle essaye de prévenir ces catastrophes naturelles et surtout de préparer les États pour s'adapter à ces catastrophes naturelles. C'est notamment ce que fait l'Agence française de développement en finançant de nombreux programmes dans la région. Par exemple, le programme CLIPSA dans le Pacifique Sud qui vise, avec un partenariat, notamment avec Météo France et d'autres agences, à mieux anticiper des catastrophes naturelles. Et puis aussi d'intervenir lorsqu'il y a une catastrophe naturelle. Le général le rappelait, mais que ce soit au Tonga, au Vanuatu, au Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le mécanisme qu'on appelle FRANZ, entre la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, permet à la demande des États insulaires d'apporter une aide. Il y a un équivalent, mais qui n'est pas au niveau gouvernemental, qui est au niveau des différentes Croix-Rouges nationales dans l'océan Indien, ce qu'on appelle le PIROI, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, qui permet, en lien, encore une fois, avec les forces armées, qui peuvent apporter, délivrer cette aide, mais d'apporter, à travers l'action des ONG, une réponse rapide aux catastrophes naturelles qui impactent au premier lieu, évidemment, les communautés dans la région. Ce sera le mot de la fin, c'est la fin donc de ce premier numéro de Pensée stratégique. Léonie Allard, Antoine Bondaz, Général Valérie Putz, merci à tous les trois d'y avoir participé. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de la DICODE. Et Pensée, ça s'écrit P-E-N-S-E-Z, alors c'est à vous maintenant de penser stratégique. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.